Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit question-réponse. Mais avant de vous parler aussi du sujet principal de cette vidéo, je voudrais vous lire une allocution, pas très longue, et je vous dirai ensuite de qui l'a prononcée. Alors, le monde entier parle de la problématique migratoire et des drames humains endurés par les immigrés. Cette situation ne cesse de s'aggraver en raison de la propagation du phénomène extrémiste et terroriste et de la tentative de le relier, à tort ou à raison, aux immigrés, surtout en Europe. Dans ce contexte, j'invite les Marocains résidant à l'étranger à rester attachés aux valeurs de leur religion et à leurs traditions séculaires face à ce phénomène de terrorisme qui leur est étranger. Nous condamnons vigoureusement le meurtre d'innocents et sommes convaincus que l'assassinat d'un prêtre est un acte illicite selon la loi divine et que son meurtre dans l'enceinte d'une église est une folie impardonnable. Car c'est un être humain et un homme de religion, quand bien même il n'est pas musulman. De plus, l'islam nous a recommandé de bien traiter les gens du livre, comme l'attestent les versets suivants. 2 points. Nous ne faisons pas de distinction entre ces messagers. Et l'homme bon est celui qui croit en Dieu, au dernier jour, aux anges et aux prophètes. Fin du verset. Les terroristes qui agissent au nom de l'islam ne sont pas des musulmans, n'ont rien à voir avec l'islam, que les alibis dont ils se prévalent pour justifier leurs crimes et leurs insanités. Ce sont des individus égarés, condamnés à l'enfer pour toujours. L'ignorance les incite à croire que leurs agissements relèvent du djihad. Mais depuis quand le djihad revient-il à tuer des innocents? Le Très-Haut a dit « Ne soyez pas transgresseurs, Dieu n'aime pas les transgresseurs. » Est-il concevable que Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, puisse ordonner à un individu de se faire exploser ou d'assassiner des innocents? Pourtant, l'islam, comme on le sait, n'autorise aucune forme de suicide pour quelque motif que ce soit, comme attesté dans ce verset qui dit, ouvrez les guillemets, « Celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a commis aucune violence sur terre est considéré comme s'il avait tué tous les humains. » Fin du verset. Dans l'islam, le djihad est soumis à des conditions rigoureuses, entre autres, qu'il n'est envisageable que par nécessité d'autodéfense et non pour commettre un meurtre ou une agression, car attenter à la vie au nom du djihad est un acte illicite. Nous sommes tous visés. Quiconque pense ou croit en ce que je dis est une cible potentielle pour le terrorisme qui a déjà frappé le Maroc, puis l'Europe et de nombreuses régions du monde. Face à la prolifération des obscurantismes répandus au nom de la religion, tous, musulmans, chrétiens, juifs, doivent se dresser et faire front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi sous toutes les formes. L'histoire de l'humanité est la meilleure preuve que le progrès ne peut se réaliser dans toute société en proie à l'extrémisme et à la haine, lesquels constituent conjointement le principal facteur d'insécurité et d'instabilité. Sa Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc. Voilà. Alors, j'ai un petit peu fait un résumé de son discours, hein. Il n'a pas dit ça, il a dit d'autres choses en plus, je vais faire un résumé, sinon ça serait un petit peu long. J'espère qu'on n'en tiendra pas rigueur. Vous avez compris la teneur de ce discours, plein de sagesse, qui se désolidarise totalement de l'extrémisme, entre guillemets, islamique, donc qui est dénoncé comme non musulman. Je voulais dire ça parce que vous me faites beaucoup de reproches par rapport à mes vidéos, parce que souvent vous me dites oui, mais un coup tu défends l'islam, un coup tu fustiges les Maghrébins de France. Non, justement, il y a une distinction entre l'islam, et Sa Majesté vient très bien de le résumer, entre l'islam, qui signifie paix, quoi que vous en disiez, et les personnes d'origine maghrébine ou arabo-musulmane et qui ne respectent absolument pas le Coran, faute de savoir lire l'arabe ou de savoir lire tout court. Il faut faire la distinction. De plus, comme je l'ai dit, il y a différents islams, il y a le wahhabisme, il y a le salafisme, et tout ça, notre Majesté Mohamed VI appelle les Marocains à se dissocier de ces idéologies nauséabondes
saoudite, etc. Voilà. Donc, pourquoi j'ai commencé cette vidéo par cette allocution? D'abord parce que je trouve qu'elle est remarquable. Deuxièmement, surtout venant d'un chef d'État, enfin d'un chef des croyants, musulmans, il était quand même temps que les musulmans parlent, comme quelqu'un parle quand même au nom de l'islam. On attend quand même que quelqu'un se bouge et nous explique ce qu'est l'islam, une fois pour toutes. Alors, moi, je le dis, je ne suis pas musulman. Ici, je suis entouré de musulmans. Je n'ai jamais été agressé une seule fois en 9 ans et demi. Jamais. Par un Marocain, ni par un musulman. Jamais. Les seules histoires que j'ai eues ici étaient avec des Français expatriés qui se comportent comme des véritables cochons, il faut le dire. Parfois. Je n'ai jamais eu de problème ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il en France? D'abord, primo, je considère que le véritable islam est celui qui est pratiqué au Maroc, celui dont parle Sa Majesté. Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, dans le Coran, il y a des sourates qui sont des appels à la violence, au combat, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Eh bien, il serait peut-être temps d'y mettre un peu d'ordre. Je ne peux pas concevoir, personne ne peut concevoir que Dieu a commandé à ce que les humains s'entretuent. C'est pas possible, on ne peut pas adhérer à ce genre d'idéologie. Si l'islam est une religion de paix, elle est une religion de paix. S'il est écrit dans le Coran qu'il est interdit de tuer une vie, il est interdit de tuer une vie. C'est pas la peine de chercher la petite bête à gauche, à droite, pour dire oui, mais il a dit ça, mais il a aussi dit qu'on pouvait tuer. Non, non. Interdiction de tuer une vie. C'est écrit dans le Coran. Alors, apprenez à lire en français ou à lire en arabe, c'est interdit. Il est même interdit de tuer les animaux. Et de les maltraiter. Interdit. D'accord? Voilà, c'est clair ou c'est pas clair? C'est très très clair. C'est une religion qui se rapproche du bouddhisme quand elle est pratiquée dans la paix, la tolérance. C'est une religion de paix, voilà, qui se rapproche beaucoup du bouddhisme. Et c'est pour ça que moi je me sens bien dans ce pays. J'y suis bien accueilli, respecté, parce que moi-même je suis un homme, vous savez que j'ai été bouddhiste et que je suis plutôt dans cette philosophie-là, et je me sens proche de cette idéologie des musulmans, même s'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, parce que bon, on ne peut pas être d'accord avec tout. Et donc pour en finir avec cette histoire, il n'y a en moi aucune islamophobie à partir du moment où on parle de cet islam-là. Évidemment, si on commence à me dire que l'islam c'est aussi couper des mains, lapider des femmes, les enfermer dans des cages à lapins, portatives, et ce fameux burkini, là c'est plus la même histoire les enfants. On ne parle plus de la même chose. Là on parle d'une idéologie religieuse, que certains appellent l'islam, mais qui n'est pas l'islam du Maroc. Et on parle d'une idéologie religieuse à laquelle j'adhère absolument pas. Pas du tout. Même, je le dis clairement. Voilà. Donc pour un arabe saoudien, oui, je serais probablement un islamophobe pour lui. Mais pour un Marocain, je suis le frère des musulmans. Oui. C'est un gros problème de l'islam. Et cette histoire du burkini en France, comment diviser pour mieux régner? Comment diviser les Français? Comment diviser en tuant tout espoir de vivre ensemble? En diabolisant une partie de la population, tout simplement. Et là, je mets dans le même panier, je dis bien dans le même panier, les gouvernants actuels français qui font tout pour diviser le peuple français, et la population musulmane de France qui va se balader sur les plages en burkini. Je ne dis pas qu'il faut interdire le burkini, je dis que je trouve que c'est ridicule d'interdire une tenue vestimentaire, moi personnellement, à partir du moment où elle est quand même décente. Mais si vous avez envie d'aller sur la plage en combinaison de plongée, ça vous regarde. Si vous avez envie de crever de chaud, ça vous regarde. Si vous voulez porter une cagoule et un foulard pour aller sur la plage quand il fait 35 degrés, ça vous regarde. Si vous voulez suer comme une vache, allez-y. Dans une période où on a des actes de terroristes commis au nom de Allah
par des gens qui ne savent pas qui est Allah, mais qui, à cause d'eux, diabolisent toute la communauté musulmane de France et du monde entier, est-ce que c'est le moment d'aller à la plage en burqa? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de bon sens? Bon sens. Est-ce que vous faites de temps en temps appel au sens du respect, au sens de la discrétion, de la... c'est marrant, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo ça. À l'appel de, comment dire, de la non-provocation. C'est de la provocation. Vous allez au lendemain d'un attentat qui a tué 150 personnes à Nice, et bon, officiellement 99, officieusement plus de 120, vous allez vous balader sur une plage du sud de la France avec un burkini. Je vous rappelle que le burkini est interdit au Maroc, est interdit dans les piscines privées, est interdit même dans les hôtels. Au Maroc, qu'est-ce que vous venez nous emmerder dans un pays laïque où les femmes se sont battues pour leurs droits, qui n'avaient pas le droit de vote il y a 60 ans, d'accord? Qu'est-ce que vous venez nous casser les bonbons avec votre burkini un lendemain d'attentat? Est-ce que vous réfléchissez 30 secondes à l'impact que ça peut avoir sur les Français? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la baston? Vous cherchez la lapidation? Qu'est-ce que vous voulez? L'affrontement horizontal, direct, entre vous, Français musulmans, et les autres qui sont Français on ne sait pas quoi? Vous voulez quoi? La guerre civile? Alors, il est stupide d'interdire cette tenue vestimentaire. Pour moi, faire des lois, légiférer pour interdire telle ou telle tenue, pour moi, c'est de la débilité profonde. Le changement doit venir, c'est individuel, ça doit venir de chacun. Chacun doit prendre conscience de qui il est, de ce qu'il est, et de ce qu'il a le droit de porter, ou ce qu'il devrait porter ou pas porter. Et surtout les femmes. N'oubliez pas que les femmes, en France, vous avez le droit de sortir avec une mini-jupe dans la rue. C'est pas interdit. Pourquoi? Parce qu'elles se sont battues pour ça. Voilà. C'est leur droit. Pourquoi elles n'auraient pas le droit? Pourquoi un homme aurait le droit de sortir en short et pas une femme? Qui a écrit ça? Qui a décrété ça? Qui viennent nous le redire aujourd'hui. Alors, cette histoire de burkini, on va pas en faire tout un fromage. Moi, je pense qu'on devrait l'autoriser. Et je pense que les femmes devraient avoir honte de le porter. Maintenant, et je ne suis pas islamophobe en disant cela, loin de là. Si vous avez envie de vivre comme au Moyen-Âge, rien ne vous en empêche. Faites-le dans un cadre privé, organisez-vous des petites séances de lapidation, organisez-vous, je sais pas moi, des tortures, faites ce que vous voulez. Pratiquez la flagellation, mais sur une plage publique avec des enfants, non. Essayez de vous habiller localement. Moi, quand il y a le ramadan ici, je m'habille avec des habits marocains. Pas parce que c'est le ramadan, mais parce que tout le monde s'habille comme ça. Et que j'aime bien. C'est pas désagréable de sortir en burnou ou en djellaba, c'est très sympa, c'est aéré. C'est pas parce que j'aime particulièrement ces habits, mais parce que j'ai envie de faire l'effort. J'ai envie de faire l'effort de dire oui, je suis dans votre pays et ça ne me dérange pas de m'habiller comme vous. Quand il y a un match de l'équipe de foot nationale marocain, même si j'aime pas le foot, j'ai un t-shirt de l'équipe nationale marocaine, je le mets. Ça leur fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de les voir contents. Voilà, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas du faillotage, c'est juste une histoire de volonté de s'intégrer et de volonté de se sentir frère avec cette humanité-là qui n'est pas agressive. Si vous allez en France et que vous faites comme en Corse, parce que la véritable histoire de ce qui s'est passé à Cisco, moi je le sais par des amis qui sont en Corse directement, qui sont là-bas, qui m'ont raconté ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y avait des Belges touristes qui étaient sur cette crique et il y avait 3 familles maghrébines à côté, dont les femmes se baignaient en burkini et la femme belge s'est baignée en bikini.
c'est-à-dire 4 siècles d'écart entre les deux familles, environ. Et bien figurez-vous qu'ils ont agressé le mari, qui en a pris plein la tronche, avec des battes de baseball, des machins, des machettes, des couteaux. Hein? Il a fini à l'hosto, le Belge. Personne n'en a parlé de ça. Hein. Et sa femme a été menacée, je ne sais même pas s'ils n'ont pas caillassé. Et il y avait des Corses, des jeunes, qui filmaient la scène d'en haut. Et quand ils ont vu qu'ils étaient filmés, les Maghrébins s'en sont pris à eux. Alors les jeunes sont partis en courant, sont allés au village, les ont ramenés, et les copains, lourdement armés aussi. Ça s'est fini en pugilat. Après, à votre avis, qui a raison dans cette histoire? La même histoire que l'histoire du Burkini, je regrette. Quand vous êtes dans un pays d'accueil ou sur une terre d'accueil, vous ne menacez pas, vous ne provoquez pas, et surtout vous n'agressez pas parce que c'est vous d'abord et que ce sont vos idées qui sont les meilleures que les autres et que vous voulez imposer votre charia, ou vous voulez imposer vos histoires, vos idées moyenâgeuses. Si vous voulez vivre au Moyen-Âge, vous partez en Arabie Saoudite. Vous n'allez pas en Europe. Voilà. Alors, je le dis clairement, je ne suis pas islamophobe, d'accord? Je ne suis pas arabophobe, je suis connarophobe. Parce que tous les gens qui sont dans un pays d'accueil et se comportent mal sont des connards. Sans exception. Des connards. Que ce soit les Français expatriés qui se comportent mal ici, ou que ce soit les Africains, Arabes, Roumains, Roms, tout ce que vous voulez, qui se comportent mal en Europe, sont des connards. Voilà. Et les connards, ça se punit, ça s'éduque, ou ça se chasse. D'accord? Moi, je voulais être clair avec tout ça, parce que vous m'attaquez d'un côté en me disant oui, tu défends l'islam qui est une religion agressive, ce qui est faux, et de l'autre côté on m'attaque en me disant mais t'es islamophobe parce que tu attaques l'islam, ce qui est faux aussi. Je viens de m'expliquer, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc c'est une vidéo qui parle de ça, je voulais parler de ça, et je voulais que vous compreniez bien que l'islam est une religion de tolérance, et quand on dit tolérance, ça veut dire qu'il n'est pas non plus défendu dans le Coran, ni dans l'islam, de manger du cochon, ou de manger des choses qui ne sont pas halal. Si on vous les offre, ou si vous n'avez pas le choix, vous pouvez en manger. C'est pas interdit. Il n'y a pas de raison de faire du fanatisme, du totalitarisme sur la bouffe, pour des histoires aussi banales. Alors vous me direz, oui, mais toi si tu pars vivre en Chine, est-ce que tu vas accepter de manger du chien? Non. La réponse est non. Je ne mangerai pas de chien, pour la simple bonne raison que je ne mangerai pas de vache. Et que les chiens sont mes fidèles compagnons. Donc évidemment, c'est vrai, cet argument pourrait être valable, sauf que moi, c'est pas par idéologie religieuse que je ne mangerai pas de chien. Je ne mangerai pas de chien parce que les chiens sont des animaux domestiques qui dorment dans mon lit. Vous voyez? Ou sur mon lit en tout cas. Je ne fais pas venir des cochons sur mon lit. Mais bon, la question n'est pas là. Si vous ne voulez pas manger du cochon, n'en mangez pas. Bon, personne ne vous oblige à bouffer du cochon. Personne. Mais de là, aller imposer le halal partout, ou pendant période de Ramadan, aller casser des bouteilles de vin dans les grandes surfaces, parce que c'est Ramadan en France, hein, parce qu'on le voit, ces vidéos tournent sur... C'est quand même un truc de fou. Ça prouve que l'islam est quand même une partie des gens de cette communauté arabo-musulmane est composée de gens qui ne comprennent rien à l'islam et qui sont des gens totalitaires et qui ne peuvent pas au final se mélanger ni s'intégrer dans les valeurs d'un pays laïque, tout simplement parce que l'islam est une idéologie politique, une façon de vivre, une façon de s'habiller, une façon de penser, de s'exprimer, de manger, et que c'est une idéologie relativement totalitaire, on peut le dire, et malheureusement, quand vous ne faites pas preuve de souplesse, vous ne pouvez pas vous intégrer dans les valeurs des autres pays et des autres civilisations. Ce qui veut dire en clair quoi? Ça veut dire en clair que l'islam, de ce point de vue, cet islam-là, cet islam totalitaire, on ne parle pas de l'islam du Maroc, hein,
ne pourra pas s'intégrer en France. Et on le constate tous les jours, l'islam ne s'intègre pas dans les valeurs françaises. Il ne s'intègre pas. Il faut le reconnaître. Voilà, c'est tout. Cet islam ne s'intègre pas aux valeurs républicaines et laïques. Alors, continuer à faire rentrer des centaines de milliers de personnes qui viennent d'Érythrée, qui viennent de Syrie, qui viennent de Libye. Est-ce que vous savez comment vivent les Érythréens? Essayez de vous renseigner un petit peu sur ce pays et sur ce qu'ils ont le droit de faire et pas faire. Vous allez comprendre que ces gens-là vivent dans une prison de pensée depuis des décennies, voire des siècles, et qui ne savent pas ce que c'est que la liberté, ils ne savent pas ce que c'est qu'une jambe de femme, ils n'en ont jamais vu. Et quand ils arrivent en Europe, ou qu'ils voient toutes les Allemandes avec les petites mini-jupes à la touffe, les mecs s'éjaculent dans le pantalon. Je plaisante pas quand je dis ça. Donc essayez de comprendre le choc des civilisations, c'est pas une plaisanterie. Et ce choc va aller en grandissant au fur et à mesure qu'on fait rentrer en masse des populations qui viennent d'un autre temps. J'ai pas dit autre monde, ils viennent d'un autre temps. Certaines personnes vivent encore en 1436, 37. C'est comme ça, il faut le reconnaître, il faut le comprendre. C'est pas islamophobe que de le dire, c'est la vérité. Voilà. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Alors maintenant, à quoi sert cette rentrée en puissance de centaines de milliers de migrants qui viennent de pays musulmans, qui pratiquent un islam qui est loin de l'islam du Maroc, qui est un islam plus radical, plus fermé, plus intolérant? La conséquence, c'est quoi? C'est la division. La division du peuple français, parce qu'on donne la nationalité à qui la demande, la nationalité française, et qu'on n'a plus le droit de dire qu'ils ne sont pas français. On n'a plus le droit de dire, puisqu'ils ont la nationalité, ils ont le passeport. Sauf que non, un passeport ne fait pas de vous systématiquement un français, je regrette. Pour être français, il faut être imprégné de la culture française, de son histoire, de sa philosophie, de sa gastronomie, etc., etc. Il faut aimer la France pour être français, il faut se sentir proche de ses idéaux. Moi, si demain je pars en Chine et que je demande la nationalité chinoise et qu'on me l'accorde au bout de 6 mois, et que je dis à un Chinois que je suis chinois, il va me rire au nez. Parce que j'en ai pas l'air déjà, et parce que je ne connais rien aux us et coutumes des Chinois, qui bouffent du chien, qui les massacrent, qui jettent les chats vivants dans les bouilloires, et que je suis très très loin de cette idéologie-là. Très très loin. Et que ce sont des communistes, et que moi ça ne passe pas le communisme. Donc, c'est pas un passeport qui va faire de vous un national, un binational. Je veux dire, c'est aimer et être de telle ou telle nationalité, c'est être imprégné de son histoire et de ce. Voilà. Donc aujourd'hui, la division, on donne la nationalité française à tout le monde, avec cette crétinerie de droit du sol, qui est une crétinerie absolue, et on fait des Français des personnes qui n'ont rien à voir avec la France et qui ne veulent rien avoir avec la France. Et pire, des Français qui ont la haine absolue de la France. Parce qu'ils ont leur raison, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Si aujourd'hui il y a autant de personnes qui haïssent la France, entre parenthèses, pas que la France, mais l'Occident, mais surtout la France, c'est à cause de tout ce passé colonialiste et du fait que la France a pillé l'Afrique, a pillé tous les pays du monde qu'ils ont colonisés, il faut le dire. Il ne faut pas non plus, je le dis moi ça, j'étais le premier à le dire. On est les premiers à avoir détruit la Libye et la Syrie. Avec un Fabius qui disait que Al-Qaïda faisait du bon boulot pour détruire le régime de Saddam Hussein, de Bachar el-Assad, qui est un monsieur qui a été élu démocratiquement à 80% par le peuple. Démocratiquement. Voilà. Donc c'est normal que les Syriens nous détestent, c'est normal que les Libyens nous détestent, et c'est normal qu'une partie des pays africains que nous avons colonisés nous détestent. C'est normal que les Algériens nous détestent, même si maintenant ils devraient passer à autre chose. Ça fait longtemps qu'on a c'est quand même la colonisation de l'Algérie, ça y est. Il faudrait un petit peu que les Algériens pratiquent le pardon aussi. Et puis voilà, donc la France est responsable de tout ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas faire. Vous faites rentrer chez vous des personnes qui vous détestent,
qui n'ont qu'une envie, c'est de vous égorger pendant votre sommeil et de piquer tout ce que vous avez dans votre maison. Vous allez le faire? Sincèrement? Tout ceci ne mène qu'à une seule chose, la division du peuple français. Pourquoi? Parce que pour faire une révolution, il faut que le peuple soit unifié. Avec un peuple divisé, la révolution n'aura jamais lieu dans ce pays. Jamais. Il va y avoir une guerre civile, il pourrait en tout cas y avoir une guerre civile entre franco-maghrébins, africains, musulmans, et les restes de Français, de cathos, chrétiens, athées, voilà. Là, oui, il peut y avoir un affrontement direct, et moi ça fait 30 ans ou 40 ans que je dis que ça aura lieu un jour, donc, puisque je viens du 9-3 et que j'ai vu depuis longtemps comment ça se passait, et qu'on a affaire à des immigrés très belliqueux en France, extrêmement agressifs, envers les Français de souche, très très agressifs. Je ne dis pas tous, hein. Quand je parle, je généralise toujours. Attention, je ne mets pas tout le monde dans mes paniers, je sais très bien qu'il y a des franco-maghrébins qui font tout pour s'intégrer, qui travaillent, qui montent des sociétés, des entreprises et qui y arrivent et qui sont des gens très bien. Attention, moi je ne dis pas l'inverse, hein. Mais je dis que les prisons françaises sont remplies à plus de 90% de population africo-maghrébine. Il faut le dire aussi, hein. Voilà. Donc, tout ceci ne peut pas bien se terminer et tout ceci est voulu. Le but du jeu est de créer ce chaos intercommunautaire en France pour éviter la révolution. Ils veulent une guerre civile pour qu'il n'y ait pas de révolution. Est-ce que c'est clair à comprendre? Est-ce que c'est facile ou pas? Très simple à comprendre. Très très simple. Alors, je voulais parler de ce qui approche à grands pas, parce que souvent vous me reprochez d'être catastrophiste, alarmiste, de faire peur et de naviguer sur les peurs. Mais je n'ai aucun intérêt à naviguer sur les peurs, ni pour faire le buzz, ni pour faire de l'audience. J'en ai strictement rien à carrer qu'il y ait 1000 vues sur mes vidéos ou qu'il y en ait 27 000. Je m'en fous, je dis ce que j'ai à dire. Nous arrivons dans une ère où vous voyez bien que les tensions augmentent, les tensions intercommunautaires augmentent, et que la gravité des attentats vont aller de pair avec les frappes aériennes que nous effectuons encore en Syrie sur des populations totalement civiles, et que ça va continuer parce que nous encourageons cette politique américaine agressive de destruction des pays moyen-orientaux. Alors, ce qui pourrait arriver dans un futur relativement proche, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, eh bien ce sont des conflits d'abord internes, c'est-à-dire une guerre civile, un chaos en France, s'il devait arriver encore un attentat de grande ampleur en France, commis par un faux musulman qui va crier Allahu Akbar au moment où il va commettre ces actes affreux. On a un vrai risque de bagarre généralisée, de chaos total si ça continuait. Et puis à plus grande échelle, on a les Américains qui ont pris possession de la Syrie maintenant et qui massent leurs troupes et leurs chars aux frontières russes actuellement, par le biais de la Pologne et de l'Ukraine. C'est extrêmement grave. Alors vous me dites oui, mais là, c'est extrêmement grave. Hein. Ils veulent déstabiliser la Russie, ils peuvent toujours s'y frotter, et ils vont vouloir déstabiliser la Chine. Pourquoi? Parce que l'économie et le dollar, l'économie américaine et sa monnaie sont foutus. Ils sont foutus. Ils n'ont plus qu'un choix, faire la guerre, prendre la possession du monde entier par la guerre et par les armes. Et si ça doit passer par le nucléaire, ça pourrait passer par le nucléaire. Donc, si c'est Hillary Clinton qui passe en novembre, on aura peut-être du répit. Si Trump reste dans la course, et j'en doute, apparemment il subit des pressions actuellement pour se retirer de la course à la Maison Blanche, il va falloir suivre ça de très près, mais si Trump ne lâche pas et risque d'être élu, il pourrait déclencher un conflit nucléaire avant la fin de l'année et même avant les élections américaines. Donc il faut être très vigilant parce que ils veulent de toute façon, je parle des Américains, prendre le contrôle du Moyen-Orient et des affaires moyen-orientales, de la Syrie et de tous les pays qui entourent Israël.
que ce soit Clinton ou que ce soit Trump, il travaille pour Israël, sachez-le. Voilà. Donc tout ça n'est pas réjouissant. Nous allons rentrer dans des périodes très difficiles. Vous avez vu que les autorités allemandes ont appelé le peuple allemand à faire des réserves d'eau et de vivres. Voilà. Donc il va probablement y avoir des attentats de grande ampleur en Allemagne. Alors après, on me dit que je joue sur la terreur et sur les peurs, mais alors eux ils font quoi? Ils appellent carrément le peuple à faire des réserves d'eau. Si ça c'est pas jongler, si c'est pas naviguer sur la terreur, alors c'est quoi? Moi je dirais pas aux Français de faire des réserves d'eau et de vivres, mais je vous dirais, en cas de conflit qui pourrait éclater entre la Russie et l'OTAN, je sais que Poutine fait tout pour l'éviter, contrairement à ce que les gens croient. C'est Poutine qui évite pour l'instant tous les pièges tendus par les États-Unis. Sachez que le coup d'État qui a raté en Turquie était un coup d'État fomenté par les Américains. Donc c'est une trahison. C'est une trahison des Américains envers la Turquie. D'accord ? Et c'est Poutine qui a prévenu Erdogan que les Américains étaient en train de préparer un coup d'État pendant que Erdogan était en déplacement à l'étranger. Aujourd'hui, Erdogan s'est totalement retourné vers la Russie et a tourné le dos aux Américains et à l'Europe. Sachez-le. Donc ce sont vraiment des traîtres, ces Américains. Ils se servent d'amitié, de fausses amitiés avec tel et tel pays. En ce moment, par exemple, ils font des affaires et font semblant d'être amis avec les Émirats, avec le Qatar, mais quand ils en auront plus besoin, ils vont faire disparaître littéralement ces régimes, sachez-le. Ils seront balayés, massacrés comme l'a été Kadhafi. Voilà. Saddam Hussein, et j'en passe. Saddam Hussein qui a servi les États-Unis, la CIA, pendant 10 ans contre l'Iran. 10 ans, vous avez vu comment il a fini. Kadhafi qui a financé Sarkozy, Berlusconi, vous avez vu comment il a fini. Aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar qui finance Daesh, qui est une création américaine. Vous allez voir comment ça va finir. Quand les Américains n'auront plus besoin de Daesh, en une journée, il n'y aura plus de Daesh, et en une semaine, il n'y aura plus d'Arabie Saoudite, il n'y aura plus de Qatar, tout le pétrole sera pour les Américains. Vous verrez ce que je vous dis. Donc, vous vous doutez bien de tout ça, ça ne va pas se faire dans la paix, ça va se faire dans le sang, dans la douleur, et nous aurons des répercussions bien entendu parce qu'ils veulent diviser le monde pour mieux régner. La division est partout, partout. La division est la marque de qui? De Satan. Alors, je vous laisse juge. Satan a divisé l'islam, Satan a divisé la chrétienté, Satan a divisé le judaïsme et a infiltré la franc-maçonnerie, Satan a infiltré l'Église, le Vatican. Satan règne sur ce monde actuellement et il aura sa victoire un certain temps. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.